Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner Bonjour Nicolas, donc moi c'est Bonjour Mylène. Mylène. Avis à tous les joueurs, la partie commence maintenant. Amusez-vous bien. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de Murder Party du coup? Ouais. Alors, c'est un film qui est né de la conjonction de deux désirs, je dirais. C'est-à-dire que j'ai toujours su que je voulais faire un whodunit, enfin un film Cluedo, whodunit de whodunit qu'il a fait. C'est un genre que j'aime beaucoup parce il cumule tout ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire le huis clos, la comédie, la famille et la possibilité aussi, si tu veux, de créer des univers très pop. Des univers très antidatés, très méta. C'est un genre qui revient toujours beaucoup sur lui-même, qui parle beaucoup de lui, et c'est un genre qui en même temps permet d'être très, très taré. Et comme je voulais faire un film sur la famille, je me suis dit quel est le meilleur, je dirais quel est le meilleur genre pour enfermer une histoire de famille la plus pop et la plus tarée possible, bah, c'est le whodunit. Et c'est vrai qu'on sent bien ton inspiration du Cluedo, ne serait-ce que dans les couleurs où chaque personnage a vraiment sa gamme colorée, on ressent vraiment ça, et du coup ça donne vraiment un esthétisme très particulier à ton film. Ah oui, j'avais très envie de faire un film. C'est exactement ça. Je voulais que quand on arrive sur ce plateau, on ait l'impression de rentrer sur un plateau de jeu. C'était que vraiment, on annule tous nos repères spatio-temporels pour pénétrer dans un monde qui n'a d'existence qu'en lui-même, quoi, qui soit parfaitement pop, parfaitement BD presque, parfaitement proche du cartoon en fait. C'est-à-dire que si tu veux, il était important pour moi de créer un monde très technicolore, très Wes Andersonien, presque burtonien, ou en fait avec comme référence principale les premiers Hitchcock en couleur, euh, pour justement qu'on se dise que dans ce monde-là, tout était possible. C'est-à-dire que si tu prends le scénario de ce film, tout ce qui s'y passe est évidemment aberrant, et c'est voulu, et tu te dis que si tu filmes un scénario comme ça, aussi fou, caméra à l'épaule, dans un manoir hyper naturaliste, avec des acteurs qui jouent très naturellement, éclairés au néon, des costumes gris, bah, tu te dis, je vais pas y croire à cette histoire, je vais pas croire qu'un type Oui. enferme les gens dans un manoir, voilà. Par contre, si tu arrives et que c'est filmé comme une maison de poupée, avec des costumes très poussés, une esthétique colorée extrêmement poussée aussi, un jeu complètement antinaturaliste et très théâtral, tu te dis, OK, j'arrive dans un monde qui est suffisamment fou pour que tout puisse se passer. Donc, c'était important pour moi de créer cette folie-là. Ouais. Et c'est vrai qu'on embarque bien dans l'univers. Et justement, tu parles de l'univers de Wes Anderson, dont on a parlé à l'avant-première de Lyon. Et moi, les couleurs, ça m'a beaucoup fait penser à l'univers de Mario Bava, tous ces esthétismes très dialesques. Est-ce que ça t'a inspiré aussi dans ton film? Eh ben écoute, c'est une super référence. C'était la première qui m'en parle d'ailleurs du giallo. J'ai notamment évidemment le giallo Brava évidemment, mais il y a aussi Argento, Suspiria. En fait, tu as par exemple le hall, la façon dont est éclairé le hall et ses extérieurs rose fuchsia. En fait, avec mon chef opérateur, on s'est aspiré vraiment du hall de Suspiria d'Argento. Donc oui, bien sûr, il y a un truc dans cet expressionnisme total de la couleur qui, évidemment, vient du giallo aussi. Ouais, ça. Ah, tout de suite, moi, ça m'a beaucoup plu. Bah, j'aime beaucoup le giallo, le slasher, c'est mes genres de prédilection. Et du coup, quand j'ai vu ton univers coloré, je me suis dit, ça va me plaire, autre que les jeux de société. Et vraiment, le hall et la façon dont tu as humanisé en fait le manoir, ça fait beaucoup penser à Inferno aussi, justement de Dario Argento, avec Mario Bava qui travaille avec lui dans ce film. Et ça se ressent vraiment en fait que tu as cherché à humaniser ton manoir. Et comment tu l'as réfléchi en fait pour qu'il devienne en lui-même un jeu de société?
Alors, si tu veux, c'était évident que de base, il fallait que ce manoir était un des personnages principaux du film, ça c'était sûr et certain. Et c'était évident qu'il fallait qu'il soit à la hauteur de la folie de ce qu'on raconte. Donc, ça a été, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je suis tombé en cherchant, je suis assez vite tombé sur ce manoir qui est dans le nord, à Rénière-Écluse, et qui est, il faut le dire, vraiment assez proche de ce que tu vois à l'écran. C'est-à-dire que il y avait ce truc complètement fou dans ce manoir qui était d'aucune époque et d'aucun genre. Tu passes d'une pièce à l'autre, les styles passent du 18e au 16e au 17e, sans vraiment a priori, tu as l'impression que ça peut être un peu incohérent, alors qu'en fait, tout ça est extrêmement intelligemment lié dans je dirais, son côté très multiple. Donc, en fait, si tu veux, on a, à partir de ce château, évidemment, avec mon chef décorateur, Jérémy Duchier, et mon chef-op, Gilles Porte, on l'a accessoirisé, amélioré, poussé certains curseurs, mais tout était vraiment beaucoup là dans ce château, donc c'était assez une chance. Et par contre, on a construit pas mal de pièces, quelques pièces en studio. Les 2 chambres, dont je ne peux pas plus parler, et un autre décor dont je ne peux pas du tout parler, mais je pense que tu te doutes duquel. On ne spoilera pas. Voilà, c'est ça, qui, eux, ont été construits en studio. Mais ce qui était important pour moi, c'était qu'en fait, on est dans ce manoir, l'impression de se déplacer dans une espèce en effet de plateau, mais presque de cerveau, où tu sais, de train fantôme, de maison du jeu. Tu sais, dans les fêtes foraines, ces maisons où tu passes de couloir en couloir et tu as des pièges partout. Ce que je voulais, c'était qu'on ait l'impression qu'on était tu sais, cet effet de maison de Snoopy, où tu es dans un couloir, tu as plein de portes, et en fait, Oui. tu ouvres une porte et tu arrives dans un truc gigantesque qui du coup donne une espèce d'impression très de passer de plateau en plateau, qui donne une impression complètement presque vertigineuse, tu vois, une sorte de Mario Party, quoi. Tu es sur un plateau et puis derrière chaque porte, tu as un mini-jeu gigantesque. Bah, c'est très ludique en fait, on a envie de découvrir les pièces, on a envie d'en savoir plus sur ce manoir, bah, du coup qui devient un personnage. Et d'ailleurs, vous avez créé des faux jeux de société dans le film. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, tu es un fan de jeux de société? Est-ce que tu es féru? Parce qu'il faut quand même connaître l'univers des jeux de société pour pouvoir en concevoir des nouveaux. Quel est ton rapport aux jeux de société? Bah, je suis évidemment grand fan de jeux de société pour ce que ça, mais surtout, pour être très honnête, l'escape game, qui pour moi est si Ouais. tu veux, la forme la plus immersive du jeu de société. Quelque chose que je trouve fou dans les jeux de société et les escape games, c'est quand même un truc où c'est une espèce de mini-fiction dans lesquelles tout le monde accepte pendant 1 heure de se mettre, et là, tout à coup, tous les rapports changent. C'est-à-dire que ça multiplie les rapports de haine, les rapports d'amour, les frustrations, la jalousie. Enfin, il y a un truc où regarder une famille jouer à un jeu, pour peu qu'ils commencent à s'embarquer dans le truc, c'est quand même très drôle. Quand tu fais un escape game avec ta famille, c'est hyper drôle parce que tu es dans un truc où tout à coup, ça devient hyper grave de ne pas avoir réussi à trouver l'indice qui ouvre cette porte. Ça devient dramatique de ne pas avoir réussi à trouver ce que voulait dire ce code-là. Donc, il y a un truc qui est assez amusant parce que je trouve ça élargit les rapports familiaux. Et moi, les jeux de société, si tu veux, je les aime, mais presque plus. Je ne suis pas un grand joueur de jeux actuels. C'est-à-dire que si tu m'emmènes dans un bar à jeux, il est très probable que je te ressorte les vieux MB. Tu vois, Ouais. j'ai ce truc-là, je suis de cette génération-là, j'ai grandi dans les années 80-90, donc je suis vraiment de la génération des jeux MB, quand tu voyais les pubs, quand tu regardais Dorothée. Tu vois, et en fait, ce que j'aime dans les jeux de société, c'est presque la Madeleine de Proust. Et c'est ça que je voulais rappeler dans le film. Si tu veux, dans le film, je voulais faire un film qui soit pas excluant pour les gens qui ne sont pas des fans de jeux aussi. Oui. Donc, ce qui était important pour moi, c'était surtout dans les jeux qu'on a créés, de ramener un esprit, le souvenir des jeux de notre enfance. Donc, tous les jeux qu'on a fabriqués, voilà, il y en a beaucoup, le Babelio, le Évasion, l'Employé du mois, le Kill the Bride. C'est surtout des espèces de mélanges de plein de références que j'avais des jeux MB Ravensburger de quand j'étais petit. Donc, en fait, j'ai volontairement joué quand on a reconstitué, parce qu'en fait, on a fait des jeux on a créé une marque qui allait des années 50 à 2000, et donc on s'est amusé à faire des boîtes qui rappelaient vraiment très fort l'esthétique 50, 60, 70, 80, Oui. 90. Mais donc, je voulais vraiment qu'en fait, quand on les voit, tout de suite, on se dise, on ait un rappel au MB Ravensburger de notre enfance.
Mais c'est réussi parce qu'il y avait même des gens dans la salle qui doutaient de l'existence des jeux, alors qu'on savait très bien que c'était pas possible, c'était Ah bah, complètement ça des me gens fait très plaisir. improbables. Et du coup, en les voyant, on se disait, mais je l'ai déjà vu quelque part, ou ça me rappelle quelque chose, il a forcément dû Bah, exister. parfait. Donc, non, le travail là-dessus est très bien fait. C'est pour ça voilà, qu'on doute du fait que tu es un joueur quand on voit tout cet univers qui est créé. Je suis vraiment un joueur, puis aussi très gamer. Mais pareil, je suis un gamer rétro, c'est-à-dire que moi, vraiment, moi, tu vois, je suis très Mario, quoi. Je joue à Mario Party, je joue à Mario Kart, et les jeux de société, je peux pas m'empêcher de. Tu me mets un Cluedo, bah voilà. Et en plus, ce qui est super, c'est que Cluedo est partenaire du film, donc il y a un truc qui est très Ah, c'est émouvant pour chouette. moi aussi là-dedans. Ouais, ouais, c'est très émouvant pour moi. On a un fourreau Murder Party pour des Cluedo promo, et ça me fait tellement plaisir. Ah, c'est incroyable, surtout que pour le coup, Cluedo, c'est l'un des seuls jeux adaptés en film qui est un film qui est vraiment bon et très très fun, Ouais. qui a un whodunit très chouette, qui est complètement barré et du coup qui reprend un peu l'esprit de ton film, complètement barré Complètement. Ah bah, avec. j'espère complètement, ouais, hein. Ah bah, je l'ai vu, ce film, je l'ai vu. Tu dois connaître Un cadavre au dessert aussi, Murder by Death. Mais en tout cas, oui, Cluedo m'a beaucoup inspiré évidemment pour ce film et il avait un truc complètement fou. C'était qu'il avait trois fins, ce film, et Ouais. qu'en fait, selon les salles aux États-Unis où il le diffusait, tu avais une fin différente, que je trouve bon, qui est infaisable aujourd'hui, mais qui est assez génial. Ouais. Non, non, c'est très chouette. Et du coup, comment tu as construit ton whodunit? Parce que c'est un genre très particulier. Est-ce que tu avais déjà ta fin ou ton twist, comment tu voulais le finir et après tu as construit l'intrigue autour ou le contraire? Alors, bah, si tu veux, c'était une sorte de mélange des deux. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire un whodunit parce que c'est un genre aussi à twist et que j'adore les films à twist qui font que à un certain moment, tu es un petit peu obligé de reconfigurer ce que tu crois avoir vu en fonction du twist. Et ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup et je voulais faire ça et ce genre-là appelle à ça. Je savais vers quoi je voulais aller, quelle était cette fin. Ça oui, je le savais déjà très très vite, très très tôt, dont je ne peux évidemment pas parler. Mais je n'avais entre guillemets que ça. Je savais quel était le parcours du personnage, je savais où je voulais qu'aille Jeanne, voilà, je savais quel était son problème, quel était son handicap d'enfance, et que c'est une femme qui a perdu une forme de une part d'enfance en elle qui lui a fait perdre sa créativité, sa capacité au bonheur. Et comme c'est un film qui pour moi est un film sur l'enfance et sur l'importance pour être un adulte réussi d'avoir cette part d'enfance restaurée, voilà, je savais que je voulais écrire ce destin-là pour elle. Après, évidemment, c'est un genre hyper technique. Du coup, je suis allé demander à Elsa Marpeau, qui est une très grande scénariste, et une amie aussi, qui a créé la série Capitaine Marlowe et qui publie aussi des polars très sombres à la série noire chez Gallimard, d'écrire avec moi, parce que je trouvais qu'elle avait un éventail qui était vraiment intéressant. Et du coup, elle m'a aidé à écrire, et c'est vrai que tout cet aspect très technique de fabriquer une intrigue à la Agatha Christie de polar, elle m'a beaucoup aidé. Et on l'a constitué ensemble. Et bien sûr, pas que ça, on a tout fait à quatre mains, les personnages, c'est une écriture qui a duré 5 ans, mais ce qui paraît long, ce qui l'est, mais sans elle, je pense que ça aurait été encore plus long. C'est vrai qu'elle m'a appris aussi à écrire, je pense que je suis un bien meilleur scénariste maintenant. Oui, parce que c'est quand même très très technique et réussir un whodunit, c'est pas facile parce qu'il faut mettre en place des fausses pistes, mais il faut pas Exactement. que ça soit trop grossier parce que sinon bah, le spectateur s'ennuie et il faut réussir son twist final, il faut réussir le dénouement. Et là, en l'occurrence, moi, ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé très très réussi. Ah, merci beaucoup, merci. Surtout que ce qui était dur aussi, c'était que ça reste une comédie. C'était très Mm. important. C'était aussi un des trucs qui était très difficile. Tu sais, c'est marcher sur ce fil entre qu'on suive l'histoire, qu'il y ait un truc jouissif à la suivre, qu'on ait envie de savoir ce qui va se passer, tout en restant une comédie. Ce qui est aussi voilà, un équilibre qui était tortueux. Mais là, ça fonctionne très bien par bah, justement les acteurs et les personnages. Les acteurs sont très très bons dans cet exercice de comédie où justement on reste toujours, ça oscille en fait entre les genres et c'est ce qui fait que ça fonctionne très bien. Justement, je voulais te parler de l'un de tes premiers courts-métrages, Zo, qui est sorti en 2012, qui est entre le fantastique et l'horreur. Quel est ton rapport justement à l'horreur? Bah, moi, l'horreur, c'est un genre qui me fascine parce que c'est un des genres les plus psychanalytiques, en fait. Les grands films d'horreur sont des films psychanalytiques. Enfin, tu vois, Cronenberg, on peut pas faire plus psychanalytique. Et puis, c'est un des genres qui provoque aussi le plus d'émotions physiques au cinéma.
Et tu vois, il y a un truc où moi, mes plus grands souvenirs d'adolescent au cinéma, bah, c'est devant Scream, enfin, tu vois, moi, quand j'étais gamin et que j'ai vu L'Exorciste, j'en suis encore traumatisé. Et c'est un truc finalement où quelque chose qui peut paraître presque négatif dans ce que ça peut laisser comme trace, en fait, du coup, est aussi un signe de la puissance du cinéma, ce genre-là. Et c'est aussi un signe c'est un genre qui ouvre l'imagination le plus loin, quoi, l'horreur. Et donc, ouais, c'est un genre qui me plaît profondément dans ce qui dit de l'être humain. Et puis aussi dans ce qu'il ouvre de l'imagination, de la peur, des fantasmes, du cerveau humain, quoi. C'est peut-être le genre qui va le plus loin dans les méandres du cerveau humain. Moi, je sais que mes films préférés, c'est Antichrist de Lars von Trier. Je trouve ça c'est terrible, mais je trouve ça surpuissant visuellement, thématiquement. Enfin, et je me demande s'il y a d'autres genres que l'horreur et le fantastique permettent d'aller aussi loin. Ouais, et c'est vrai que d'une manière générale, de toute façon, je trouve que le genre au cinéma, dans ce qu'on appelle le cinéma de genre et le genre et ce qui est le plus puissant au cinéma. Tu vois, mon premier cours, en effet, c'est de la comédie presque d'horreur. Le deuxième, c'était de la comédie historique. Là, je fais de la comédie policière. Il y a un truc dans le genre qui, enfin, forcément, me touche. Ouais. Moi, c'est comme ça que je t'avais découvert, c'était par Zo, en plus qui est sur Shadows maintenant. Oui. Et du coup, je m'étais dit, je suis très curieuse de voir un whodunit par un réalisateur qui a fait un film d'horreur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais faire un long métrage d'horreur, si tu avais Bien l'occasion? sûr. Ouais, si j'avais l'occasion, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est parce que là, en plus, une brèche pour le cinéma d'horreur est en train de s'ouvrir. Mm. Évidemment, la Palme d'Or de Titane est un événement et en plus, j'ai le même producteur, donc si tu veux, Ah ouais. donc je suis très fier d'appartenir à cette maison. Donc bien sûr, et puis j'ai l'impression que le genre d'horreur est en train de se déghettoiser ou en tout cas de devenir peut-être un petit peu plus culturellement acceptable pour certaines personnes, parce que tu as toujours, tu sais, en France notamment, mais c'est en train d'évoluer, mais tu vois très bien une sorte de gentil mépris culturel pour tout ce qui Oui. est cinéma de genre. Et donc, je pense que des brèches s'ouvrent pour le cinéma d'horreur, en effet. Ouais, carrément. Mais si je faisais du cinéma d'horreur, ça irait plus du côté d'Argento parce que justement, ce que j'aime dans le cinéma d'horreur, c'est le fait que le son soit rouge fluo et que que les personnages soient infiniment maquillés et que tout soit très baroque. Mais c'est exceptionnel. Fais ton film. Ah bah, ah bah, ok. C'est parti. En grande fan de Suspiria, je ne peux pas dire autrement. Ah oui. Mais du coup, donc tu penses vraiment que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est fait peut-être depuis La Nuée, Titane, tout ça, le genre de l'horreur est vraiment en train de regagner des lettres de noblesse. Je pense, ouais, je pense. Je pense vraiment. Après, je me méfie toujours des effets de mode Oui, parce que voilà, il faut pas non plus qu'il y ait tout à coup, par opportunisme, 450 films d'horreur d'auteurs qui soient en train de voilà, qui se fabriquent maintenant parce que c'est un peu à la mode. Mais oui, je pense qu'il y a un truc où ouais, vraiment, je pense qu'il y a un truc en ce moment qui est en train de se débloquer sur ça. Même Teddy, euh, des frères Boukerma, je pense qu'il y a quelque chose qui est ouais. en train ouais, de s'ouvrir là-dessus. Après, je me méfie aussi, il ne faut pas que le cinéma d'horreur devienne aussi la nouvelle niche d'un certain cinéma d'auteur. C'est-à-dire que le cinéma d'horreur doit rester aussi un cinéma en tout cas dans mon sens, qui arrive à faire la jonction entre l'auteur et le divertissement. Tu vois, Oui, ce qui fait ce qui fait qu'un film comme Scream est un. Bah, je vois derrière toi que oui, c'est pas- je suis cramée. ce qui fait qu'un film comme Scream est un chef-d'œuvre, c'est que c'est un film visible à tous les degrés. C'est un film pour les grands fans complètement méta de A à Z, presque comédie et parodique en fait pour des gens qui connaissent très bien le genre. Et c'est donc un vrai film de cinéma. Et en même temps, c'est un film que des ados peuvent voir au premier degré avec du popcorn et se faire peur, se faire un kiff et avoir envie d'aller voir le 2, le 3. Et c'est vrai que cette synthèse-là que Wes Craven a toujours parfaitement réussi du cinéphile et populaire, pour moi, est l'essence même du film d'horreur. Donc je me méfie peut-être d'une certaine pour moi, Titan est un film immense, mais je me méfie de peut-être dans la suite de Titan, peut-être une autorisation de certaines personnes qui pourraient voilà, faire du cinéma d'horreur trop hauteur. Et Oui, peut-être trop dans l'elevated horror, justement.
Exactement, exactement. Alors que pour moi, Titane est un film indépassable. Bon courage à celui qui arrivera à le dépasser. Ouais. Et justement, toi, tu as su garder ce côté très jouissif, en fait, entre le jeu, la comédie, les genres, et tu parlais de Scream. Et c'est vrai que je trouve que Murder Party, sur ça, il a aussi, pour quelqu'un qui n'aime pas voilà, le whodunit, qui ne connaît pas le genre, va aller le voir comme une comédie et va l'apprécier en tant que tel. Mais du coup, quelqu'un comme moi, qui est moins comédie et qui préfère le whodunit, l'a tout autant apprécié en ayant plus connaissance du genre. Donc, tu as bien réussi cette double lecture, en fait. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, tu parlais de ton chef décorateur tout à l'heure pour du coup la construction voilà, ce qui fait très millimétré en fait, on en a parlé à l'avant-première, ce côté vraiment, on pourrait faire des captures d'écran, faire prendre en photo, c'est vraiment impressionnant, il y a un travail de photographie qui est quand même assez dingue. Est-ce que toi, tu avais déjà commencé en amont de faire des recherches, de savoir ce vers quoi tu voulais aller en fait? Oui, oui, bien sûr. Si tu veux, ce genre de film, qui est un film vraiment de direction artistique, ça a tout à perdre si ça fait cheap ou si tout l'aspect justement DA est raté. Donc, c'était pour moi un des trucs les plus importants, très en amont, de pouvoir se permettre d'aller dans cette déco et cette lumière complètement fétichiste, obsessionnelle et, euh, et extrêmement, comme on se l'est dit tout à l'heure, antinaturaliste, quoi. Donc oui, j'ai réfléchi beaucoup en amont, j'avais beaucoup de références. Euh, Évidemment, tous les films dont on s'est parlé, Cluedo, À cadavre dessert, Huit femmes de Ozon, évidemment, qui est vraiment un film de chevet. Euh, mais c'était vraiment important pour moi d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire qu'on se disait, j'ai que notre mantra avec le chef-op et le chef déco, c'était n'ayons pas peur d'en faire trop. Vraiment. Le film a tout à gagner à aller le plus loin possible. Donc, l'idée était de pousser les curseurs du pop et du graphisme le plus loin possible. Ouais. Que on soit vraiment, encore une fois, sur un plateau de jeu. Sur un plateau de jeu. Donc, c'était un travail très millimétré, mais très, très joyeux aussi avec le chef déco, parce que il y avait quelque chose où on lui disait un peu de faire tout ce qu'on lui dit de ne pas faire d'habitude, c'est-à-dire d'en faire trop, plus de motifs, plus de rideaux, plus de fleurs, plus de papier peint, plus de slappy. Tu vois, est-ce que je mets genre du jaune plus poussin, il y avait un truc où justement, on voulait, en fait, il fallait que tout ça fasse artificiel au sens du cinéma hollywoodien des années 50. C'est-à-dire que quand tu vas quand tu regardes un Hitchcock des années 50, tu regardes Qui a tué Harry, c'est des films qui ne font pas semblant de se passer dans le monde réel. C'est-à-dire qu'il y a des aplats de couleurs, c'est toujours des très courtes focales qui donnent des décors très plats et très profonds. Si tu veux, les actrices et les acteurs sont très éclairés. Il y a trois ombres derrière les acteurs. Les coiffures sont millimétrées. Il y a quelque chose qui, justement, ce que je trouve sublime dans ces films-là, c'est que ça ne fait pas semblant de ne pas être au cinéma. Et c'est ça qui est émouvant pour moi. Et pour ce film-là, c'était important qu'on se sente au cinéma partout. Et tu vois, même j'avais dit aussi que même dans les décors qui ne sont pas du studio, je voulais qu'on ait l'impression d'être en studio. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment important pour moi que tout ça, que justement, encore une fois, l'artificialité de tout ça, pour un film qui parle aussi du jeu, du vrai, du faux, sur des joueurs qui font des murder parties, il fallait que l'on soit toujours dans une espèce de flottement entre le vrai et le faux. Ça se ressent, il y a un côté très cartoonesque par les personnages qui ont chacun leur colorimétrie, leur couleur, et aussi par la nuit qui est très très bleue, avec vraiment des plans hyper poussés, et du coup on ressent vraiment ce côté cartoonesque et ça rend très très bien. C'est vraiment. Est-ce que tu avais déjà sélectionné les couleurs que tu voulais donner à tes personnages? Alors, certains oui, d'autres non. C'est-à-dire que Jeanne, je savais que je voulais qu'elle ait ce bleu clin, parce que c'est une couleur qui est un peu sage, qui amène quelque chose d'un peu strict au début du film. Et je savais que c'était son bleu, et puis c'est un bleu que j'aime beaucoup, et ça, je le savais très tôt. D'ailleurs, à la fin, dans une séquence un peu charnière, quand le rose de l'extérieur, de l'extérieur des fenêtres, devient bleu quand Jeanne prend le pouvoir. Et voilà, c'était important pour moi, voilà, pour la marquer aussi, quelle est cette couleur très, très précise. Je savais que je voulais que Léna soit en vert, que Théo soit en rouge. Et après, ça s'est aussi fait
je dirais, avec les comédiens, tu vois, avec ce qu'ils m'évoquaient et ce qui leur allait aussi. Tu vois, par Ouais. exemple, le rose, tu vois, le rose de Pascal Arbillot lui va particulièrement bien parce qu'elle a une peau très diaphane, elle est très blonde et c'est une couleur qui lui va aussi. Et donc, je voulais que tout le monde soit mis très en valeur parce que je voulais que les acteurs soient beaux au sens glamour hollywoodien et donc qu'ils aient aussi des couleurs qui leur aillent le mieux possible. Et c'est vrai que voilà, pour la moitié, je savais, pour l'autre, non. Mais voilà, c'est des choses dont on a beaucoup parlé aussi avec eux. Et tu as des acteurs, actrices qui, comme ça, t'ont énormément surpris, parce que pour un long métrage, c'est pas du tout le même travail que pour un court en termes de direction d'acteur. Et est-ce que tu as vraiment, voilà, comme ça, eu une révélation lors du tournage avec l'un de tes acteurs ou l'une de tes actrices? Bah, si tu veux, oui, dans le sens où, comme ce sont tous des acteurs qui ont une grosse carrière, je ne les ai pas castés, j'ai casté personne. C'était vraiment des propositions fermes. Évidemment, je ne vais pas demander à Eddie Mitchell de me faire des essais. Et, donc, je savais enfin voilà, je savais très bien la qualité d'acteurs qu'ils avaient tous, mais je savais aussi que la façon dont ils allaient s'emparer des personnages allait leur être très personnelle. Donc, si tu veux, en fait, à partir du moment où je leur ai donné le canevas dans lequel je voulais que le film se passe, c'est-à-dire le type de comédie que c'était, une sorte de frontière haute et de frontière basse de comédie. Je voulais que ce soit théâtral sans être théâtreux, que ce n'aille pas vers la comédie de boulevard tout en étant dans quelque chose de très excessif, qu'on soit dans, tu vois, une sorte d'outrance à l'anglaise, un peu sophistiquée. Donc, à partir du moment où je leur ai donné, tu vois, comme référence Blake Edwards, les comédies de François Ozon, Les Femmes Potiches, et à partir du moment où le canevas était posé, où j'ai bien compris qu'on était tous dans le même monde, je les ai laissés composer eux aussi leurs personnages. Et c'est vrai qu'ils ont multiplié mes personnages par 2, 3, 4, parce que j'aurais été bien prétentieux de ne pas justement bénéficier de ce que, de ce que eux aussi avaient comme expérience et comme savoir de leur jeu. Donc, si tu veux, ils m'ont tous surpris à certains endroits, parce que c'était mieux que ce que je pouvais espérer. Ouais. Et ils m'ont surpris au sein de quelque chose qui était très cadré. À partir du moment où le cadre était posé, ils se sont amusés, je crois. C'était important qu'ils s'amusent. J'aurais vraiment dit jouer comme des enfants qui jouent à on dirait que. C'était vraiment comme ça que je les ai dirigés et ils ont été. Je les remercie chaque jour. Là. Vendredi chez les Daguerre, c'est... Tu crois que ça existe, une famille normale? Et si tu avais, justement, tout à l'heure, on parlait de twist, tu disais que tu aimais beaucoup les films à twist. Si tu avais un seul film à conseiller, un film dont le twist est impressionnant et surtout un film qui n'est pas gâché par la révélation de son twist, ce qui est assez rare, Ouais. tu donnerais quel film? Sans hésiter, The Village de Shyamalan. Ah. Sans hésiter. Je trouve peut-être, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ce truc vertigineux. Ben moi, je l'ai découvert quand il est sorti et j'ai eu beaucoup de mal avec ce film. Et Ouais. je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'en reparlent et il faut que je lui redonne une chance parce que Peut-être. souvent, ça m'arrive des films auprès desquels je suis totalement passée à côté et en les Ouais. revoyant, je me dis, mais qu'est-ce que tu étais bête. Ça m'est arrivé avec Candyman où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu avais devant les yeux. Donc, du coup, je vais retenter. Mais il y en a un autre aussi qui est plus geek comme film, c'est Cabin Fever. Non, The Cabin in the Woods, La cabane dans les bois. Il est excellent, celui-là. Il est excellent. Voilà. Qui m'a vachement inspiré aussi. Voilà, stop. Voilà. Non, on ne dit plus rien. Celui-là, j'ai trouvé ça tellement jouissif. Il est ultra méta, il est très maîtrisé, Ouais, il est vraiment très bien, celui-là. Ah ouais, super. Et pour finir, en dernière question, je te demanderai quels sont tes futurs projets? Écoute, je suis en train d'écrire un deuxième film qui, je préfère pas en dire trop parce que ça ne peut pas me jinxer, mais je suis en train d'écrire un deuxième film qui n'est pas la même chose, mais en tout cas, si tu as aimé le côté pop barré et excessif de celui-là, tu ne devrais pas être trop dépaysé. J'ai envie de pousser encore plus loin cet univers esthétique qui m'a rendu très heureux et que je voudrais faire de plus en plus bien. Donc, je pars là-dessus. Et sinon, je coécris des longs métrages et j'écris pour la télévision aussi. Voilà. En tout cas, mon projet personnel, ce film, je vais essayer de mettre un peu moins de 7 ans à le faire, celui-là. Bon, on croise les doigts pour toi et merci encore et bravo pour ce premier long métrage qui est excellent. Merci beaucoup, Villette. Et le film sort le 9 mars au cinéma. Donc, normalement, oui. Normalement, la vidéo sortira le 9 mars. Donc, vous pourrez regarder la vidéo et aller voir le film ou faire le montage. Allez-y tout de suite, voilà. C'est ça. Foncez. On vous a pas spoilé, donc foncez. Théo Daguerre, bonjour. Ça t'appelle d'offre.
vous a pas trop effrayé? Pas du tout. Pourquoi? Quand même. Le leader mondial du jeu de société qui veut rénover son vieux manoir pour en faire un lieu dédié au plaisir du jeu, ça ne doit pas vous arriver tous les jours dans votre agence, je me trompe? Bienvenue dans le manoir Daguerre. Bouge pas, sale garce! Peut-être repasser, enfin, si vous êtes en pleine réunion de famille. Le vendredi chez les Daguerre, c'est... César Daguerre, enchanté. Vous avez 5 chances sur 6. Vous gagnez, vous avez l'appel d'offres. Vous fichez de moi, là. C'est de l'humour. Bon, c'est de l'humour de papa, mais c'est de l'humour. Il est mort. Je viens de tuer César. Et je suis parmi vous. Si tu ne me démasques pas, tu meurs. Liste des suspects. Théo, Salomé, Joe, Léla, Armand, Hercule devraient jouer à 3 jeux. Amusez-vous bien. Chaque jeu libérera un indice sur mon identité. Il y a un tueur fou dans la maison et vous allez jouer à des jeux. Si tu joues pas, tu meurs. Tu crois que ça existe, une famille normale? Vous êtes juste la preuve vivante du contraire. Hein. Vous voulez pas jouer ?